Bonjour et bienvenue à cette 3e édition des Assises Genre et Numérique. Welcome to the 3rd edition of the Assises Genre et Numérique. Notre prochaine invitée les côtoie de très près, ces algorithmes, en tant que chargée de politique chez Algorithm Watch CH. Elle les décortique et les analyse au quotidien. Elle est détentrice d'un master en anthropologie politique et en sciences de la communication et des médias et a participé ces dernières années à l'élaboration des politiques publiques dans le contexte de la numérisation de l'éducation en Suisse. Son profil LinkedIn nous dit qu'elle aime la RTS, ce qui fait très plaisir. Et il y a d'ailleurs aussi travaillé. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Estelle Panatier. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation un petit peu de dernière minute, parce que comme vous avez peut-être pu le voir dans le programme, je remplace une personne qui s'est désistée. Mais je suis très très contente d'avoir pu sauter sur l'occasion et d'être là pour vous parler aujourd'hui de cette question des algorithmes, de l'intelligence artificielle, des stéréotypes et des discriminations. Je suis ravie de voir que c'est un des thèmes qui a été choisi pour cette journée parce que c'est vraiment un thème qui est fondamental. Et peut-être aussi encore un petit mot, ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est de vous donner un tour d'horizon de cette question, à la fois de la question des biais, mais aussi un peu de la conséquence que peut avoir ces biais, une des conséquences qui est la discrimination algorithmique. Moi, j'ai un profil où je viens plutôt des questions politiques. Enfin, mon travail il est vraiment axé autour du plaidoyer. Et je me réjouis de pouvoir vous montrer un peu quels sont les enjeux aussi en Suisse en termes de réglementation. Parce que vous l'avez peut-être entendu, il y a eu hier déjà une première décision attendue depuis très longtemps du Conseil fédéral quant à la réglementation de l'intelligence artificielle. Et c'est quelque chose c'est de ce point de vue-là que je me réjouis de parler. And I will speak in French, but if you don't understand something, you can just ask me, or also I will be happy to answer the question also in English after that. Très bien. Donc, quelques mots sur notre organisation, sur Algorithm Watch. Nous, on est une organisation non gouvernementale à but non lucratif. On est basé en Suisse et en Allemagne, à Berlin. On existe en Suisse on va fêter notre 5e anniversaire cette année. Et en Allemagne, on existe depuis à peu près 8 ans. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va vraiment analyser, se focaliser sur les effets des algorithmes et de l'intelligence artificielle sur les individus et sur la société. Avec l'idée, le cœur de notre mission, c'est de faire que ces algorithmes renforcent la démocratie, renforcent les droits fondamentaux, la durabilité, et pas ce qu'on peut aussi, ce qui est le risque en fait, que ça nuise justement à tout ça et que ça entraîne aussi des cultures de débat qui soient nuisibles à la démocratie. Pour ce faire, on a une approche qu'on appelle du plaidoyer basé sur les faits. Donc on fait à la fois du travail d'investigation. J'ai des collègues qui qui participent à des projets de recherche, qui vont faire du travail journalistique. Et sur la base de ces évidences ou de ces faits, on va développer des politiques. C'est là où moi j'entre un peu plus en œuvre, où ce que se situe mon travail, c'est-à-dire de développer des recommandations à destination des décideurs et décideuses, et puis aussi à l'intention de l'opinion publique. Et donc c'est des choses qu'après on va défendre dans nos activités à la fois de plaidoyer et de campagne. Mais de quoi est-ce qu'on parle ? En fait, quand on entend le mot intelligence artificielle, je pense que souvent on va penser à ce genre de choses, à l'intelligence artificielle générative, à des outils d'intelligence artificielle, à des outils d'intelligence artificielle générative comme ChatGPT. Mais c'est un terme qui prête beaucoup à confusion parce qu'en fait, intelligence artificielle, personne n'a vraiment de définition qui fasse l'unanimité. Parce que ça recouvre à la fois des technologies, ça recouvre des méthodes, et on se rend bien compte qu'en fait, il y a énormément d'autres systèmes qui, peu à peu, sont utilisés et participent finalement à une automatisation croissante aussi de la société. Donc c'est pour ça que nous, à Algorithm Watch, c'est un terme qu'on utilise parce qu'il fait aujourd'hui partie du débat public, mais avec lequel on est très, très prudente,
parce que voilà, il y a à la fois cette confusion, mais il y a aussi cette question de l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? Enfin, il y a beaucoup d'imaginaires aussi qui se cachent finalement derrière ce terme. Donc c'est pour ça que nous, on préfère parler ou se focaliser sur des effets des systèmes, et on va parler de systèmes algorithmiques parce que c'est des systèmes qui sont basés sur les algorithmes, et ce qui nous intéresse, c'est vraiment les effets qu'ils ont à la fois sur les personnes et sur la société. Donc c'est pour ça qu'on a ce parti pris de ne pas avoir de définition qui est technologique, mais vraiment focalisée sur les effets. Donc, parmi tous ces systèmes algorithmiques, il y en a qui nous intéressent plus que d'autres, et ceux qui nous intéressent en particulier, c'est ceux qui vont être utilisés dans des processus de décision. C'est-à-dire, ça va être des systèmes qui vont être utilisés pour soit faire des prédictions, pour faire des recommandations, ou pour influencer ou prendre des décisions concernant des personnes, ou aussi, ça peut être des systèmes qui vont générer des contenus qui vont influencer aussi ces décisions. Donc c'est vraiment cette question de se dire, c'est quoi les systèmes qui ont des conséquences sur les personnes, parce qu'on va les utiliser pour prendre des décisions. Ça paraît peut-être un petit peu abstrait, mais je vais vous donner ensuite quelques exemples qui permettront de mieux se rendre compte de quoi on parle. Et puis peut-être aussi là, c'est intéressant parce que ça nous permet de faire la différence, de se dire en fait il y a des systèmes qui sont importants pour les droits fondamentaux, qui peuvent être particulièrement, qui peuvent avoir des effets particulièrement importants pour les droits fondamentaux, mais aussi pour la démocratie ou la société. Puis il y en a d'autres, comme par exemple des correcteurs orthographiques, des prévisions météorologiques, ou tout plein de choses qui sont vraiment liées à de l'optimisation dans certains processus industriels, pour lesquels, en fait, d'un point de vue des droits fondamentaux, ça pose beaucoup moins de problèmes et il y a aussi beaucoup moins de risques. Donc c'est un peu vraiment d'avoir, de choisir aussi, de faire ce choix, de se focaliser sur ces systèmes qui ont des effets particuliers sur les droits fondamentaux. Donc, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'utilisation des algorithmes et de l'IA? C'est quelque chose que vous allez pouvoir encore approfondir dans toutes les prochaines présentations et workshops. Moi, j'aimerais vous faire un petit tour d'horizon aussi de ce qui se passe, de ce qu'on sait en Suisse en particulier. Mais de manière générale, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. En fait, c'est pas simplement une boîte noire. On voit qu'on a une société qui s'automatise de plus en plus, mais sans qu'on sache vraiment où ces systèmes sont utilisés, par qui ils sont utilisés et pourquoi. On a lancé un projet qui s'appelle l'Atlas de l'automatisation, qui vise à donner un aperçu des systèmes qui sont utilisés en Suisse. Et c'est vraiment une idée de pouvoir avoir, pour mettre à disposition du public finalement une base de données qui donne un aperçu non exhaustif évidemment, mais des systèmes qui sont utilisés. Donc, je vous ai pris quelques exemples. Donc, on va les retrouver par exemple dans le cadre de la police, au niveau de la police prédictive pour prédire les risques de crime. On va les retrouver aussi pour prédire des risques de récidive ou pour analyser, dans ce cas-là, analyser les risques, la dangerosité de personnes. On va aussi, il y a un projet notamment en Suisse où un système est utilisé pour mesurer le potentiel d'intégration des personnes réfugiées dans le marché du travail, donc pour les attribuer à des cantons en fonction de la chance qu'ils ont de trouver du travail. Mais vous l'avez peut-être aussi vous-même déjà expérimenté pour vous identifier auprès d'une banque, donc d'avoir votre voix qui est utilisée pour vous identifier. Donc tout ce qui est identification vocale, ça fait aussi partie de ce type de système. Mais aussi au niveau du travail, on a de plus en plus de systèmes qui vont être utilisés pour analyser les performances des employés et prendre des décisions sur la base de ces données-là. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, on voit vraiment que c'est ces boîtes noires à la fois, c'est extrêmement difficile, nous on a cet atlas, mais c'est vraiment un tout petit aperçu. Aujourd'hui on a à peu près 150 entrées dans cette base de données. L'idée, c'est plus justement de montrer la diversité de tous ces systèmes et de montrer que ça touche vraiment à tous les domaines. Mais de manière générale, on n'a vraiment pas une vision d'ensemble de l'utilisation de ces systèmes. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ces algorithmes, ils sont, comme je l'ai dit, des effets sur les personnes et les droits fondamentaux, et qui peuvent aussi avoir des effets sur la société, la démocratie et le bien commun. Et parmi ces effets, c'est ce que j'aimerais aborder un peu plus en détail avec vous, c'est ces questions d'inégalité et de discrimination auxquelles ils peuvent aussi amener. Donc j'ai pris un premier exemple, celui-là probablement que vous le connaissez déjà toutes et tous. Quand on demande à un outil de générer des images, un outil basé sur l'IA de générer des images, souvent on va avoir des images qui ne sont pas simplement stéréotypées qui sont données. Donc là c'est un exemple avec Midjourney où on a mis un prompt, donc une invitation à produire une image, où on demandait au système de générer une image d'une personne médecin, et vous voyez le résultat de la personne médecin, c'est quasiment tout le temps un homme. Et puis la même chose en demandant quelqu'un qui soit
candidat à une élection présidentielle où aussi on a l'homme qui est surreprésenté dans ces images-là. Donc ça, on voit vraiment à quel point les stéréotypes en fait, qui sont déjà présents dans notre société, ils vont être repris. Comment il y a en fait un élément conservateur qui est du coup repris de la société, qui est perpétué et qui peut aussi avoir une certaine influence sur le débat public. Un deuxième exemple, c'est une étude de l'UNESCO qui a été publiée en mars l'année dernière, qui s'intéressait, elle, plutôt à la génération de textes. Ils ont demandé de générer, je ne sais plus quel système c'était en l'occurrence, mais de générer un texte qui présente des personnages et ils l'ont fait selon le genre et ils se sont rendus compte que les femmes étaient 4 fois plus en fait, représentées comme des travailleuses domestiques. Donc les histoires plaçaient les femmes 4 fois plus souvent comme des travailleuses domestiques que les hommes. Donc on voit aussi là un biais de genre qui est reproduit à travers cela. Mais il peut y avoir des conséquences qui sont aussi, qui sont peut-être encore plus visibles. Nous, on a fait une étude il y a quelques années sur les offres d'emploi qui étaient publiées sur Facebook, et on s'est rendu compte que même si on publiait une offre d'emploi de manière non genrée, donc on a publié une offre d'emploi pour la conduite de camion et une autre pour la garde d'enfants. Et on s'est rendu compte que celle pour la conduite de camion était plutôt montrée à des hommes et celle pour la garde d'enfants plutôt montrée à des femmes. Donc on voit aussi là qu'il y a une reproduction de ces stéréotypes avec déjà une conséquence un peu plus grave, si on peut dire ça comme ça, le fait que peut-être potentiellement on n'a pas accès ensuite aux mêmes emplois et aux mêmes potentialités dans le monde du travail. Au niveau des réseaux sociaux, il y aurait énormément de choses à dire justement sur cette question de la discrimination ou des biais. Et puis c'est quelque chose, voilà, on voit que c'est vraiment ces algorithmes qui prennent énormément de place dans les réseaux sociaux, que ce soit pour la recommandation, la modération des contenus. Je pense que ça mériterait une session à part sur rien que la question des biais dans ces algorithmes-là. En parlant d'exemples plus graves, vous avez aussi peut-être déjà vu ces questions de reconnaissance faciale qui peuvent aussi conduire à des erreurs et conduire à des discriminations. C'est le cas notamment aux États-Unis d'un logiciel qui a été entraîné surtout avec des images d'hommes à la carnation claire, et on s'est rendu compte qu'il était du coup pas très capable de bien reconnaître des personnes racisées, ce qui avait pour conséquence qu'il y avait beaucoup de cas faux positifs concernant ces personnes-là, donc elles étaient plus facilement, en l'occurrence les hommes racisés, étaient plus susceptibles d'être accusés à tort de crimes par le système. Encore un autre exemple, vous voyez, il y en a vraiment pléthore, mais ça c'était aux Pays-Bas. On a utilisé un algorithme a été mis en place par les autorités fiscales dans le but de déterminer quelle personne était susceptible de frauder aux allocations familiales. Et pour faire cela, ils ont du coup essayé de calculer des scores de risque, de voir pour pouvoir voir qui étaient ces personnes. Et c'est un algorithme qui a calculé ces scores. Et on s'est rendu compte que l'algorithme était basé sur des faux critères, qu'il avait tendance plutôt à cibler les personnes à faible revenu, les personnes aussi d'origine étrangère, et qui ont été du coup accusées à tort de frauder aux allocations familiales et qui ont dû payer de rendre l'argent en fait, qu'elles avaient reçu, ce qui a amené beaucoup de gens dans des situations très précaires. Et pour vous dire, ça a conduit finalement, lorsque la discrimination a été reconnue, à la chute du gouvernement des Pays-Bas. Donc on se rend compte que ça peut vraiment avoir des conséquences qui sont aussi très importantes pour les personnes concernées, mais aussi pour la société en général. Et le dernier exemple que je voulais vous amener, c'était celui d'Amazon. Vous l'avez peut-être aussi déjà entendu. Là, c'est dans le cadre du recrutement. Amazon avait commencé à développer un logiciel de candidature pour accroître l'efficacité dans les processus de recrutement. Et c'était encore pendant la période d'essai. Ils ont constaté que l'algorithme avait tendance à discriminer les femmes en écartant leur CV, et qui privilégiait plutôt les CV des hommes. Et là aussi, c'était en l'occurrence lié aux données qui avaient été utilisées pour l'entraînement, qui se basaient plutôt sur les employés existants d'Amazon à certains postes, et qui faisait du coup, ça faisait du coup qu'il y avait aussi une reproduction de ces biais-là. Je voudrais quand même aussi prendre un tout petit pas de recul et puis regarder cette question en se disant que ce n'est pas qu'une question des personnes qui sont concernées à la fin par les décisions des algorithmes, mais qu'il y a aussi énormément d'enjeux en termes notamment d'inégalité au niveau du développement de ces technologies. On se rend compte que c'est des processus qui sont extrêmement complexes, qu'on a aussi beaucoup de travail humain, mais du travail qui est souvent aussi délocalisé,
Vous avez peut-être déjà entendu de cette problématique des click workers, donc des travailleuses, travailleurs au clic, qui vont faire plein de petites tâches pour entraîner justement ces algorithmes et qui le font souvent dans des conditions de travail extrêmement précaires. Et à l'autre bout de la chaîne de production, on a les personnes qui vont être aussi dirigées par les algorithmes, notamment dans le cadre du travail de plateforme. Donc ce que nous on plaide vraiment pour qu'on ait une vue d'ensemble finalement de toute la chaîne de création de valeur, que ce soit de la production, du développement jusqu'à vraiment l'utilisation. Donc pour faire un petit un bilan intermédiaire, donc on se rend bien compte que ces algorithmes ils se répandent très rapidement et que comme ça a déjà été partiellement dit en introduction, ils ne sont pas neutres et objectifs. Et ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on se le mette bien dans la tête. Ils dépendent d'énormément de décisions qui sont humaines et par là, et qui sont toujours en fait intégrées dans un système sociétal, social, politique, économique, qui a donc aussi une conséquence sur ces technologies. Et ils peuvent reproduire ces schémas de pensée et par là aussi entraîner des discriminations. Un point quand même positif, c'est pas que noir, évidemment que moi je vous montre aujourd'hui plutôt les risques, mais c'est des systèmes qui peuvent aussi présenter énormément de chances. Et ils peuvent notamment être utilisés pour détecter les discriminations. On se rend bien, c'est des systèmes qui peuvent traiter énormément de données, c'est des systèmes qui peuvent aussi reconnaître des modèles de discrimination. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'ils sont rarement utilisés pour ça. En fait, ils vont plutôt être utilisés pour augmenter l'efficacité, pour diminuer les coûts. Et puis on s'attend un petit peu que la diminution, que la plus-value sociétale du système se fasse un petit peu comme un effet collatéral. Et on se rend bien compte que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. S'ils ne sont pas vraiment designés et développés, utilisés pour amener cette plus-value sociétale, ils ne vont pas le faire par eux-mêmes. Ce qu'on observe aussi, et je l'ai déjà mentionné avant, c'est cette question des domaines d'utilisation. Donc on voit que c'est des systèmes qui pénètrent vraiment l'ensemble des domaines aujourd'hui et qu'on va en particulier les retrouver aussi dans des domaines qui sont très sensibles. Et ça pose énormément de questions parce que c'est des domaines où il y a souvent une asymétrie de pouvoir, un des thèmes aussi de la journée, donc entre les personnes qui sont concernées par ces décisions. C'est aussi souvent des domaines où il y a énormément de données qui sont disponibles, d'où le fait qu'on va aussi les utiliser dans ces domaines-là. J'ai amené là quelques exemples, et on l'a dit avant, les prestations sociales, donc on va les retrouver dans la recherche de fraude par exemple, mais aussi dans l'accès à l'éducation, que ce soit pour des examens, la répartition des élèves. Dans le cas du travail, on l'a aussi abordé, dans la santé publique, la police, la justice, la migration. Donc vous voyez tous des domaines qui peuvent, qui sont particulièrement sensibles. Mais pourquoi est-ce qu'en fait on a ces problèmes? Pourquoi est-ce qu'on a ces biais? Pourquoi on a aussi, comme conséquence aussi de ces biais, une potentielle discrimination algorithmique? Là, il y a plusieurs causes. On insiste souvent sur la question des données. Et je crois que ça sera aussi au programme aujourd'hui, de se dire, on n'a pas des données qui sont assez représentatives, elles sont obsolètes, elles sont biaisées. On dit souvent, oui, il faut vraiment améliorer la qualité de ces données, et c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, moi, j'aimerais vous rendre attentif que c'est qu'une des causes, et puis qu'il y en a d'autres qu'on ne devrait non plus pas oublier, notamment qui sont liés au modèle. Donc ça va être les paramètres qu'on va choisir, ça va être finalement la traduction du problème qu'on cherche à résoudre d'un point de vue mathématique, cette traduction mathématique du problème, parce qu'en fait on va toujours faire une simplification de la réalité, et ça veut dire qu'on va perdre en complexité, ça veut dire aussi qu'on va devoir faire énormément de choix, et dès qu'on fait un choix, souvent il y a des gagnants, il y a des perdants, et du coup il y a aussi potentiellement des discriminations. Ça va être aussi au niveau de l'objectif. Donc ça va être cette question de quel est l'objectif qu'on cherche vraiment à atteindre avec un système. Là aussi, on peut avoir des discriminations potentielles. Et puis aussi, au niveau de l'utilisation elle-même du système, on se rend compte notamment avec un biais d'automatisation que souvent, on a des systèmes qui sont censés nous donner plutôt des recommandations, mais les êtres humains ont tendance à prendre ces recommandations comme des acquis, à ne pas les questionner. C'est lié notamment au fait que on est tous un petit peu flemmards, j'imagine, mais pas uniquement lié à ça. C'est aussi lié au fait que souvent on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour contester une recommandation. On a beaucoup et ça nous donne un travail supplémentaire aussi de contester la proposition d'un système. Donc on va avoir tendance à adopter la proposition qui nous est faite.
Donc ça, au niveau de ces causes, vous voyez causes multiples de cette discrimination et qui doivent vraiment tout être abordées. Et c'est pour ça que souvent, ce n'est pas qu'une solution technique qui est possible, mais il faut vraiment une approche qui soit complexe ou globale de la question. Si on en vient aux spécificités de cette discrimination, donc peut-être encore juste un tout petit pas en arrière, quand je parle de discrimination algorithmique, c'est pas chaque biais qui va forcément amener à une discrimination, mais on est un petit peu dans le worst case scénario d'un biais qui conduit à ce que vraiment il y ait des personnes qui soient exclues de certaines activités, si on peut le dire comme ça. Donc on voit que c'est quelque chose qui est difficilement identifiable. C'est extrêmement compliqué de savoir qui est concerné déjà par ces décisions, que ce soit au niveau de la société ou, comme je vous l'ai montré, c'est pas mal une boîte noire, on ne sait pas où ils sont utilisés. Et puis évidemment, en tant que personne concernée, souvent on n'est même pas au courant qu'une décision a été prise par un système algorithmique. Il y a la question aussi des variables proxy. Donc on va souvent pas directement... Le système ne va pas prendre directement en compte une caractéristique comme le genre, mais au travers des données auxquelles il a accès, il va quand même pouvoir déduire le genre. Par exemple, en prenant un paramètre comme le fait d'avoir des enfants à charge, où on se rend compte qu'aujourd'hui, dans la société, c'est encore souvent des femmes qui ont des enfants à charge. Donc ça va donner déjà des informations sur le genre. La même chose avec votre code postal, qui en fait indirectement donne souvent des informations aussi sur votre niveau socio-économique. On voit aussi qu'il y a des nouvelles caractéristiques potentiellement discriminatoires. Donc ça, c'est lié, par exemple, rien que le fait, la manière dont vous interagissez avec un système peut créer de nouveaux modèles, ou selon la manière où vous allez interagir, vous pouvez être potentiellement affecté aussi par des conséquences discriminatoires. Un aspect qui est extrêmement important, c'est l'intersectionnalité, dans le sens où ces systèmes prennent souvent des décisions qui ne sont pas basées que sur un système ou que sur une caractéristique protégée, mais on va avoir vraiment une combinaison de différentes caractéristiques. Et là, c'est souvent extrêmement difficile de dire c'est cette caractéristique-là qui a été la plus importante, qui a été déterminante dans la décision du système. On a aussi la question de cette discrimination systématique et ce changement d'échelle en fait, qui est induit par ce type de discrimination, là où avant, une décision pouvait concerner peut-être, je ne sais pas, 10, 15, 20, 50 personnes. Tout d'un coup, quand un système prend une décision à l'échelle d'un pays, par exemple, eh bien, on a beaucoup plus de personnes qui peuvent être concernées aussi par cette discrimination, puisqu'elle s'inscrit vraiment à l'intérieur du système. Et le dernier effet, c'est la boucle de rétroaction. Donc, comme on a souvent, ces systèmes dépendent énormément de données, on aura tendance à réutiliser aussi les outputs d'un système pour continuer de l'alimenter. C'est-à-dire que si vous avez un système qui produit des discriminations et que vous continuez de le nourrir avec ce qu'il produit de discrimination, et bien ces discriminations, au fil du temps, vont faire que de se renforcer. Donc, voilà pour ces spécificités. Moi, j'aimerais vous parler un petit peu du contexte suisse, parce que c'est ce contexte-là dans lequel je travaille, et de voir un petit peu qu'est-ce que offre la Suisse en termes de protection de la discrimination, comment est-ce que ça correspond ou pas aux enjeux de la discrimination algorithmique, et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer cette protection. Donc, l'interdiction de la discrimination en Suisse, elle est notamment inscrite dans la Constitution, mais aussi dans la loi sur l'égalité des personnes handicapées. On a aussi plusieurs normes pénales qui la couvrent, et puis des normes aussi au niveau du droit privé. Je ne vais pas vous faire un cours de droit ici, mais pour vous dire les lacunes quand on voit ce cadre légal, la première, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fondamental, c'est qu'en Suisse, il n'y a quasiment pas de protection actuellement contre la discrimination par des acteurs privés. C'est que les acteurs étatiques qui sont couverts par cette interdiction de la discrimination. Or, je pense qu'on le voit bien toutes et tous que ces systèmes algorithmiques, ils sont à la fois développés et utilisés aussi par des acteurs privés, si ce n'est même majoritairement par des acteurs privés aujourd'hui. Donc tout ce domaine est très très peu couvert. Ensuite, on se voit aussi que ces caractéristiques particulières que j'ai mentionnées avant, les variables proxy par exemple, mais aussi la discrimination intersectionnelle, elles sont aujourd'hui extrêmement mal couvertes par le cadre légal actuel.
Et puis, au niveau de l'application, aujourd'hui, la loi se focalise vraiment sur le fait de vraiment avoir une personne concernée qui est clairement identifiable. Et c'est à partir de là qu'on peut vraiment agir au niveau de la protection contre la discrimination au niveau juridique. Et comme je l'ai dit avant, c'est extrêmement difficile dans le cadre de la discrimination algorithmique d'y arriver, parce que de pouvoir prouver cette discrimination, déjà de pouvoir identifier, de pouvoir savoir qu'on est concerné et ensuite de pouvoir prouver, ça demande extrêmement de ressources. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Nous, on a développé des propositions dans un papier de position sur la question. Comment est-ce qu'on peut renforcer la protection contre la discrimination? Et je vais vous détailler quelques-unes des mesures, mais évidemment, c'est qu'un des aspects. Il y a des mesures aussi au niveau technique qui doivent être prises, il y a des mesures au niveau de l'éducation, au niveau de plus généralement aussi de la société, si on peut le dire au général. Mais moi, je vais me focaliser là plutôt sur les questions d'ordre politique ou juridique. Donc, à la fois de prendre en compte ces spécificités, mais un aspect qui me paraît central et qui, à mon avis, vous sera aussi utile pour les discussions aujourd'hui, c'est la question aussi de mettre en place des analyses d'impact obligatoires sur les conséquences de ces effets, les conséquences de ces systèmes sur les droits fondamentaux. Donc, ça veut dire vraiment pouvoir identifier quels sont les systèmes qui présentent des risques, quels risques ils présentent, et puis de pouvoir vraiment mitiguer ces risques, et que ce soit tout autant au niveau du développement d'un système qu'avant son utilisation, sa mise en place, que aussi lorsqu'il est vraiment mis en place et qu'on peut faire aussi une évaluation. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est fondamental pour la protection contre la discrimination. Et après, évidemment, il faut élargir la protection. Comme je l'ai dit, elle s'applique quasi que aux acteurs publics. Donc, on a vraiment besoin d'une protection aussi pour les privés. Et puis, un renforcement aussi de l'application. Et voilà, comme je le mentionnais aussi, au-delà de ces mesures juridiques, il faut évidemment aussi encourager la recherche. Et je crois que c'est déjà cet événement y contribue aussi déjà grandement et continuer de renforcer aussi la sensibilisation. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement en Suisse sur ces questions-là? Je le disais en introduction, vous l'avez peut-être aussi déjà vu dans la presse, le Conseil fédéral a communiqué hier sur la manière dont il entend réglementer l'intelligence artificielle. C'était quelque chose qu'on attendait depuis des mois. En fait, c'était prévu déjà fin 2024. Et puis maintenant, c'est enfin arrivé. Et la première bonne nouvelle, c'est qu'il entend du coup ratifier la convention du Conseil de l'Europe sur l'IA, convention qui met au centre les droits fondamentaux, l'état de droit et la démocratie. Nous, on a participé aux négociations de cette convention, donc on est très content de voir que le Conseil fédéral entend l'adopter. Mais d'y avoir participé, on sait aussi un petit peu quelles sont les fragilités de la Convention ou quelles sont un petit peu aussi ses lacunes. Et là aussi, la lacune importante, c'est qu'elle concerne surtout les acteurs étatiques et peu les acteurs privés. Donc vous voyez que pour la question de la discrimination, qu'on a là peut-être potentiellement un problème. Et donc c'est pour ça que nous, on appelle aussi le Conseil fédéral à ne pas se contenter d'une application minimale de cette Convention, mais de le faire vraiment de manière ambitieuse. Sinon, par rapport à la discrimination, c'est reconnu comme étant un des aspects à prendre en compte dans cette réglementation. Mais pour l'instant, il y a encore très peu de choses concrètes sur la manière dont elle sera prise en compte. Et puis, au niveau du calendrier, ça donne aussi un petit peu une indication sur les enjeux. Les premières propositions de loi sont attendues maintenant pour fin 2026. Donc vous voyez, on est début 2025 et on nous dit attendez jusqu'à fin 2026. C'est assez compliqué, sachant les développements, la rapidité des développements et des enjeux qui sont là. Mais on peut volontiers aussi, c'est des aspects sur lesquels on peut volontiers revenir aussi dans la discussion. Et plus spécifiquement, sinon, aussi au niveau du Parlement, on a quelques interventions parlementaires en lien avec la question de la protection de la discrimination qui ont été déposées, qui devraient être discutées prochainement par le Parlement. Donc là, ce sera aussi intéressant de voir comment est-ce que cette question, comment ça peut avancer aussi au niveau politique au travers du Parlement. Donc qu'est-ce que nous, on fait en fait aussi sur ces questions-là? Comme je vous ai dit, notre travail, il a un peu trois axes. Donc la première, c'est cette question de l'investigation. Pour ça, on fait à la fois des travaux de recherche. On participe notamment à un projet Horizon 2020 qui s'appelle Finder, qui travaille sur les algorithmes de recrutement et qui s'interroge sur la question de l'équité de ces algorithmes. Enfin, comment est-ce qu'on peut et comment est-ce qu'on peut designer des algorithmes qui soient justes
dans le cadre du recrutement et qui cherche là aussi à faire à la fois des recommandations pour le monde politique, mais aussi pour la pratique, pour justement l'utilisation de ces systèmes et quelles sont finalement les conditions cadres qui doivent être mises en place quand de tels systèmes sont utilisés. On a aussi continué à faire du travail journalistique, différentes recherches sur ces questions de discrimination. Et puis, au niveau politique, je le disais avant qu'on a un papier de position sur la question, mais on a aussi plus généralement des positions autour de la réglementation de l'intelligence artificielle en Suisse. Et dans ce cadre-là, on essaye vraiment de placer ce thème en disant, regardez, c'est un thème qui est important, qui ne doit pas passer aux oubliettes. Quelque chose que, justement, une petite anecdote, quand je lisais la communication hier du Conseil fédéral, c'était marqué voilà, il fallait notamment que ça s'oriente avec les droits fondamentaux, que les droits fondamentaux étaient importants, et notamment la liberté économique. Donc c'est le premier droit fondamental le seul droit fondamental qui était cité, en tout cas dans cette phrase-là, comme ça, c'était la liberté économique surtout. Donc effectivement, c'est un droit fondamental, mais n'oublions pas que l'interdiction de la discrimination en est aussi un. Donc voilà, autour de ça. Et puis aussi un travail finalement de sensibilisation, où on a notamment fait une série l'année dernière avec d'autres organisations pour mettre en lumière justement c'est la manière dont ça touche certains groupes de population. On avait fait par exemple un article pour le 8 mars avec Alliance F sur la question de genre, enfin les questions de genre en lien avec ces discriminations, et puis d'essayer de le montrer en fait que tous les groupes sont concernés. Et ça, c'est aussi un aspect que je trouve particulièrement intéressant parce que souvent, on part que du principe de la discrimination qui touche le groupe qui nous concerne ou le groupe avec lequel on travaille. Et aujourd'hui, on se rend compte que il y a tous les groupes de la société qui peuvent être potentiellement aussi concernés par ce type de biais et par ce type de discrimination. Donc c'est, à mon avis, aussi une chance pour repenser de manière générale la protection contre la discrimination. Donc j'en arrive un petit peu à mes messages que j'aimerais bien que vous preniez avec, ou en tout cas qui servent à alimenter les réflexions de la journée. Le premier étant que voilà, c'est vraiment pas une force de la nature, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec les messages qu'on lit un peu partout, on a l'impression que tout va forcément changer complètement et qu'on peut rien y faire et que c'est complètement hors de nos mains, etc. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se rappelle que derrière ces machines, en fait, il y a des êtres humains qui les développent, qui les utilisent, et que ces êtres humains, ils ont toujours aussi des intérêts, qui peuvent être les intérêts généraux pour le bien commun, mais qui peuvent aussi être d'autres intérêts, peut-être plus égoïstes. Qu'on devrait peut-être aussi un petit peu moins chercher à toujours... Enfin, il y a vraiment ce débat ou cette discussion qui se centre sur la question, d'un côté, est-ce que les algorithmes vont dominer le monde et ça va être la fin de l'humanité ? Ou de l'autre côté, est-ce que les algorithmes vont se charger de sauver le monde à notre place ? Et la discussion, à mon avis, elle ne devrait pas vraiment se situer là. Où c'est certainement un aspect qui est important, mais ça nous détourne très souvent des enjeux déjà actuels, de ce qui se passe déjà aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un problème fondamental, surtout sachant que ces discours viennent souvent des acteurs qui produisent aussi ces technologies. Et ça, je pense que dans une perspective de genre, c'est aussi intéressant, ou dans une perspective féministe, aussi intéressant de s'y intéresser. On voit qu'aujourd'hui, qu'il y a une énorme concentration de pouvoir entre les mains de quelques milliardaires qui sont des hommes qui ont à la fois un immense pouvoir de marché, mais aussi un immense pouvoir d'opinion, parce que ce n'est pas seulement des plateformes d'intelligence artificielle générative, mais souvent aussi les réseaux sociaux, etc. Et qu'on a vraiment un écosystème comme ça qui se met en place et qu'on voit aussi une forte délégation du pouvoir à des acteurs économiques. Et ça, je pense, c'est vraiment des choses auxquelles on devrait être attentif et être très attentif aussi au discours, de se dire en fait qui est en train... Enfin, qui se cache derrière quel discours et qu'est-ce qui cherche... Enfin, qu'est-ce qui nous est dit en fait. Et je pense que voilà, ces défis, comme je le disais, sont nombreux et c'est maintenant, c'est pas seulement une question de dans 20 ans, c'est des questions notamment de justice. Et puis je pense qu'il faut vraiment qu'on s'attelle à exploiter le potentiel de la technologie parce qu'il y en a, mais qu'on la fasse, qu'on réfléchisse vraiment à quelle est l'intelligence artificielle que nous voulons et puis comment est-ce qu'on la façonne pour qu'elle... Voilà, pour qu'elle réponde aux besoins et puis surtout pour qu'elle apporte une plus-value à l'ensemble des personnes et pas juste à une minorité. Et peut-être aussi lié à ça, encore un dernier petit mot, c'est la question de la durabilité qui est la grande oubliée de la discussion en ce moment. Enfin, on voit notamment, il y a eu le sommet de Paris cette semaine qui s'est tenu, le sommet sur l'intelligence artificielle de Paris qui s'est tenu. Et
de prime abord, c'était censé être un des thèmes, la question de la durabilité. Puis en fait, on se rend compte que tout ce qui se passe, c'est vraiment des appels à des IA, des modèles d'IA toujours plus gros, à toujours plus d'investissement, on veut toujours plus grand, toujours plus grand, toujours plus grand, ce qui est aussi peut-être dans une perspective féministe est intéressant à questionner. Et voilà, et donc cette question de qu'est-ce que ça implique en termes de durabilité environnementale, de ressources qui sont utilisées, tout ça dans un cadre de transition énergétique, ça passe complètement à la trappe, tout comme les questions de durabilité plus sociale et économique. Donc voilà, une invitation à y réfléchir, à continuer d'explorer la thématique et surtout à échanger. Merci. Merci beaucoup Estelle pour cette précieuse présentation qui nous permet vraiment de comprendre le fonctionnement de la discrimination algorithmique et qui nous pose des super bases pour nos discussions de la journée. Et merci aussi pour tout le travail qui est effectué par Algorithm Watch à ce niveau-là. C'est maintenant l'heure de notre Q&A. Je vous avais prévenu, nous allons le faire de School Wave. Vous levez la main et un micro incroyable en forme de cube marqué EPFL dessus va venir jusqu'à vous. Apparemment, on peut même vous le lancer. Donc... C'est incroyable. Il vous suffit de lever la main et puis le cube vient jusqu'à vous. Voilà, moi, j'ai peut-être une question pour montrer aussi comment ça marche. Donc, voilà. Il faut juste parler comme ça dedans. Donc moi, ma question, c'est en fait, en tant que citoyenne, citoyen lambda, quels sont en fait les outils démocratiques qu'on peut justement actionner pour aussi questionner en fait ces biais, mais vraiment d'une manière démocratique. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un énorme flux d'informations, mais en même temps, en tant que petite citoyenne lambda, je ne sais pas trop quoi faire, surtout que je ne suis pas une experte. Je pense que la première chose, c'est de s'y confronter en fait, à ces technologies, que ce soit en lisant, en expérimentant aussi par soi-même, et puis en profitant de relais d'organisations comme peut-être la nôtre, mais aussi d'autres qui essayent de se faire le relais aussi de ces préoccupations-là, et puis aussi d'avoir ce travail de sensibilisation. Mais aussi qu'il y ait des forums d'échange, et je pense que là, voilà, c'est vraiment un bon exemple. On a vraiment besoin d'avoir cette discussion démocratique, de pouvoir aussi vraiment choisir qu'est-ce qu'on veut pas, et pas que ce soit une discussion qui soit juste reléguée dans les mains, dans les mains d'acteurs technologiques, par exemple, qu'on puisse vraiment, en tant que citoyennes et citoyens, y participer. Donc vous avez raison d'être ici aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. C'est bizarre. C'est très bizarre. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup, j'ai beaucoup apprécié. Et c'est un peu une question et un peu pour venir au débat de comment on peut aider tous peut-être. Moi, je suis la fondatrice d'une petite EdTech suisse et on fait un écosystème avec des formations pour des enfants où on compare qu'est-ce que c'est un algorithme, comment ça fonctionne, à comment ça fonctionne leur cerveau et comment ils font des raccourcis tout le temps. Et on fait des petits exercices, c'est tout simple. Hein. On dit par exemple, je leur dis, j'ai un chien à la maison, il s'appelle tel. Et je dis, dessinez mon chien. Et du coup, j'ai une partie qui fait un caniche, j'ai une partie qui fait un truc qui rassemble un hippopotame, voilà, il y a tout qui part. Et après, je leur explique, voilà, si je vous divise un groupe de 5, ceux qui ont fait un caniche, ceux qui ont fait un pékinois, ceux qui ont fait autre chose. Et vous deviez faire un algorithme de qu'est-ce que c'est un chien, quel résultat ça donnerait. Et je les laisse un peu participer, etc. Et du coup, ils comprennent que l'algorithme, en fait, il va leur donner une solution par rapport à qui l'a créé. Mais ils comprennent aussi comment il est faillible. Donc, c'est un tout petit peu de dire, voilà, comment on combat ça. Je pense qu'on apprend la pensée critique, on apprend le discernement. Et en fait, finalement, l'IA, c'est un miroir de nous, hein. C'est une technologie. Donc, si elle n'est pas transparente, si elle n'est pas éthique, si elle n'est pas intelligente, si intelligente que ça, si elle a des biais, c'est parce que nous l'avons aussi. Donc, c'est un tout petit peu de dire qu'est-ce qu'on reproche à une technologie au lieu de se regarder soi-même, parce que normalement, on ne reproche pas au miroir quand on est moche. Hein. Ou si on a grossi, on ne peut pas dire ah, c'est le miroir. Non. Donc, c'est un tout petit peu ça. Et c'est pour ça que j'apprécie spécialement votre présentation, ce que vous faites. Donc, je prends bien note de tout et un plaisir, en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être vous pouvez nous redonner le nom du projet oui, de votre projet dans le micro. Pardon. En fait, mon EdTech, donc aujourd'hui, j'ai une petite start-up, ça s'appelle Studentan. Merci beaucoup. Il y a un écosystème avec des trainings, il y a une série de bouquins enfants, toutes petites. Voilà. Merci beaucoup pour le partage.
Je vais. Mais très rapidement, parce que j'ai vu que sur votre site Internet, merci beaucoup d'ailleurs pour la présentation, et puis j'ai vu que le site Internet regorge de ressources très intéressantes, dont Atlas en Suisse, de l'utilisation des systèmes algorithmiques. Donc vous avez parlé un petit peu des secteurs qui touchaient les citoyennes et les citoyens et qui pouvaient, dans lesquels notre vie pouvait changer avec l'utilisation de ces systèmes algorithmiques. En Suisse, qu'en est-il? Alors, quand vous analysez cet atlas, quel secteur, j'imagine les assurances, les impôts, etc., mais est-ce que vous pouvez en dire plus? Oui, très volontiers. Je pense qu'il y a à la fois des utilisations dans le secteur public, c'est le cas notamment dans le travail de police. On voit qu'il y a de plus en plus de systèmes qui sont mis en place pour le travail de police, parce que ça leur permet notamment d'analyser beaucoup plus des grosses masses de données, donc d'avoir des résultats par rapport à ça, mais aussi, je le disais, de la police prédictive, de pouvoir prédire dans quel quartier est-ce qu'il y a plus de chances d'avoir certains crimes. Ce qui fait qu'il y a du coup aussi plus de police qui va être envoyée sur ces quartiers, ce qui fait souvent qu'on va effectivement aussi trouver qu'il y a plus de crimes dans le quartier. Enfin, donc on voit aussi un petit peu le renforcement qui se crée là. On voit aussi qu'il y a des intérêts au niveau de la police d'utiliser des logiciels de reconnaissance faciale. Ça, c'est tant au niveau des polices cantonales que maintenant aussi au niveau de FEDPOL. Donc on n'est pas dans de la reconnaissance faciale qui serait en temps réel dans l'espace public, mais plutôt de pouvoir, avec justement des outils basés sur l'intelligence artificielle ou des algorithmes, de pouvoir avoir plus facilement de pouvoir plus facilement identifier. Donc si vous avez une image, vous la comparez avec une base de données, une grosse base de données, de pouvoir identifier qui est la personne concernée. Mais aussi, voilà, ça, je pense qu'il y a ça qui est particulièrement sensible. Mais je pense aussi tout ce qui est lié au domaine du travail. Là, il y a très peu de transparence sur quels sont les systèmes qui sont mis en place, que ce soit dans le cadre du recrutement, mais aussi de la surveillance des employés ou justement ces questions aussi de performance, de people analytics, de savoir qui... enfin, tout ce qu'on peut faire en ayant justement ces données du personnel, savoir qui a le droit à des formations, qui peut avoir une promotion. Enfin, il y a très peu de transparence, très peu de transparence là autour. Et puis le dernier élément, c'est tout ce qui est lié aux banques, au crédit, aux assurances, où il y a aussi de plus en plus d'automatisation, mais qui est très peu transparente. Moi, je voulais revenir à votre atlas. Donc, est-ce que c'est facile d'obtenir les réponses? Est-ce qu'il y a des cantons, par exemple, qui ne répondent pas à vos demandes? Est-ce qu'il y a des entreprises qui ne répondent pas à vos demandes? Donc, si vous pouvez les citer, comme ça, peut-être qu'on peut faire pression. Au niveau en tant que citoyenne, en fait, moi, je mets ma casquette de Genevoise, où on a voté pour l'intégrité numérique, et puis dans le canton de Neuchâtel aussi, bientôt en votation à Zurich. Est-ce que ça ne pourrait pas aller dans ce sens-là? Et effectivement, si on ne peut pas discriminer dans le domaine physique, on ne doit pas pouvoir discriminer pareil dans le domaine numérique, quoi. Donc, ça s'adresse aussi à des acteurs étatiques, le changement de loi, mais voilà. Et puis sinon, juste une remarque, en fait, il y a les sacrifiés de l'IA qui a été diffusé sur France 2 mardi soir. Et donc, on voit des femmes en fait, qui font le travail d'annotation. Et c'est souvent des femmes parce qu'en fait, le travail peut être fait à la maison. Et puis, on voit l'enfant souvent qui est à côté avec une certaine précarité. Donc, elles doivent être obligées de faire ce travail-là parce que ça leur fait des revenus, quoi. Voilà, merci. Alors, est-ce qu'on a la liste des bons et des mauvais élèves? Alors, il y avait 3 questions, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Donc, la première liée à l'Atlas et aux informations qu'on reçoit. Alors, l'Atlas, il se base surtout sur les informations qui sont dans la presse. Donc, on fait des recherches, on se base sur ce qui est relayé en fait, par les médias quant à l'utilisation de ces systèmes et puis des recherches complémentaires. Pour ce qui est du domaine des cantons, on avait fait une demande il y a peut-être 1 an et demi maintenant aux chancelleries cantonales en leur demandant justement quels sont les systèmes que vous utilisez, est-ce que vous pouvez nous fournir une liste. Et on a un article spécifique là-dessus sur notre site. Et la plupart des cantons en fait, n'avaient aucune idée des systèmes qui étaient utilisés. Ils n'avaient eux-mêmes pas en fait, de vision globale des systèmes qui sont utilisés. Et ça, c'est un problème parce qu'on ne peut pas avoir de transparence vis-à-vis du public si au sein de l'administration, il n'y a même pas la transparence. Après, souvent, c'est aussi des questions de définition qui rendent ça pas forcément facile. Enfin, c'est pas pour les aider, mais dans le sens où il faut un peu réussir à déterminer quels sont les systèmes qu'il faut rendre transparents, qu'il faut lister.
Mais pour ça, justement, cette question de définition que j'ai amenée au début sur ces effets sur les personnes, elle est fondamentale. Donc je ne pense pas que ce sera utile pour le public, par exemple, de savoir tous les logiciels qui sont utilisés par le canton, mais par contre, quand il y a un logiciel qui aura des conséquences sur les personnes, que ce soit en faisant justement des recommandations, en prenant des décisions de manière complètement automatisée, dans ces cas-là, c'est important qu'il y ait une transparence qui soit faite. C'est pour ça qu'aussi que pour les administrations publiques, une de nos revendications principales, c'est la mise en place de registres publics avec justement ces informations, parce que évidemment, c'est pas un projet comme l'Atlas qui peut suffire en fait à informer toute la. Enfin, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est plus de mettre en évidence, mais on a vraiment besoin que les pouvoirs publics en fait prennent leurs responsabilités sur cette question-là. Et puis la deuxième question, l'intégrité numérique. Oui, l'intégrité numérique, c'est vrai qu'il y a plusieurs cantons qui discutent cette question. Je pense c'est hyper important rien que pour avoir une discussion et un débat en fait autour de ces questions-là. Après, il faut savoir que les droits fondamentaux, ils sont de toute façon aussi déjà protégés, que ce soit au niveau, que ce soit dans l'espace physique, dans l'espace théorique, en termes juridiques en tout cas. Donc je pense que c'est vraiment mais il n'empêche que cette discussion elle est fondamentale et qu'elle permet de renforcer la compréhension autour de ces enjeux-là et aussi de renforcer donc ces droits fondamentaux. Et la dernière, c'était les emplois précaires, hein, donc, qui sont souvent ces travailleuses du clic dont vous nous avez parlé et qui sont apparemment souvent des femmes, le disait ce reportage sur France 2. Sur France 2. Ouais. Donc je pense qu'il faut toujours être attentif en fait à qui est derrière quoi, qui sont les gagnants, qui sont les perdants, et quelles sont les dynamiques là derrière. Effectivement. Et vous faites pas mal de recherches sur cette question-là, des travailleurs, travailleuses. Oui, il y avait encore une question. Oui. I would like to ask my question in English. On the slide that was titled Spécificité de la discrimination algorithmique, there was one of the points was intersectionality, combination of different protected characteristics, something like that. Would you be able to give us a small example of one that you think particularly illustrates what that can mean? And also let us know whether you or your group already have some ideas of how to avoid that better, or how to do better, because it seems to me like it's a very hard thing to avoid. And another thing that also seems hard to me to avoid is, well, if we start criticizing using AI or algorithms for decision making, how to avoid that we just don't fall back into a loop where decision making falls back on individuals who might also be completely biased and then make ad hoc decisions. And this came to me when you were really talking about the police. But there's also a big discussion about police officers just making ad hoc decisions from their own heart, which might not be the way that we think it should. So to the first point on intersectionality, so it was to say that, for example, if you want to get some money from the state and the decision is made by an algorithm, and you are denied to get that answer, and it could be, because there are some real example about that one that you are less likely to get it because you are a woman, but if you are a woman and you are also having already lower incomes or having other patterns, it can actually play together, and it's really hard to know which of those dimensions has been the most important in the system decision. So it's kind of a hard example like that, but yeah, to see how the fact of having a disability, being a woman, and having other protected characteristic plays together. I don't know if it helps you a bit to. Well, the question really was, do you already have some kind of vision of how to mitigate these effects? I mean, they are well known, but now what? Yeah, I think one of the aspects is the impact assessment tool, where you really try to assess the different effects on different populations, and you can also put that question of intersectionality in it.
Yeah, I think it's something that has to be done also really on the technical level, but then also to kind of show that you have done everything you could to avoid that kind of discrimination. Yeah. And the second, sorry, I'm very bad at remembering the question. I see I have a poor memory. The second was how to avoid that if we have so many discussions about not using AI too much for decision making, how to mitigate the impulse then to just send it back to human individual decision making, which might be also biased. Yeah, of course, and that was already said before, that it's actually kind of some kind of a mirror where we can see our own, like the state also of the society. And I think we shouldn't say, oh, we have to avoid all decision making by algorithms, but it's more about what kind of framework, what kind of conditions you put so that it goes well, and that's, for example, the transparency, but it's also the assessment of impact. And I think if you really use that, if you really put that, then you can have a better effect at the end. And I think it's also really thinking about where does it make sense, where it doesn't, and not just because we can do something with AI today, we just do it without thinking. I think we have to have like a more like a reasonable approach and really think when is it useful and when isn't it, and also to use it as an opportunity to think about our human bias actually also. Yeah. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante, instructive. Je me demandais, moi, en attendant 2060 que le Conseil fédéral prend en considération les privés, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chef d'entreprise ou à la tête d'une organisation? Par exemple, moi, j'emploie des développeurs qui utilisent des algorithmes. J'en comprends un peu, mais est-ce que vous auriez des recommandations pour nous en tant que chef d'entreprise et d'organisation, comment s'y prendre en fait avec les développeurs qu'on embauche avec ces algorithmes? Oui. Alors par chance, ça ne devrait pas être 2060, mais 2026, on espère. En tout cas pour le début du processus, après, enfin, la suite du processus, ça prendra encore un peu plus de temps pour le reste. Pour la question des entreprises, évidemment qu'il y a une responsabilité des entreprises. Il y a énormément de choses qui existent déjà aujourd'hui en termes de code de conduite, de chartes éthiques, etc. Et je pense qu'il y a énormément d'entreprises qui choisissent aussi de les suivre et qui font vraiment un effort là autour. Je pense qu'il y a aussi toute la question ces questions aussi de diversité qui sont très importantes, de qui sont les personnes en fait qui créent cette technologie. Et puis là aussi, il y a des outils qui existent ensuite pour analyser justement ces impacts et puis de le faire à la fois au moment du développement, de se poser la question, de toujours regarder en fait d'un point de vue éthique ou d'un point de vue des droits fondamentaux, qu'est-ce qui se passe, enfin, quel est le problème qu'on cherche à résoudre, est-ce que c'est le bon outil, est-ce que c'est un outil qui est adéquat pour y résoudre, et qu'est-ce qui se passe quand on l'utilise, quelles sont les personnes qui gagnent, quelles sont les personnes qui perdent, enfin, de pousser finalement aussi ce type de réflexion critique par rapport à la technologie, et puis d'ensuite de l'intégrer aussi dans un ensemble. Merci beaucoup. S'il y a encore d'autres questions, n'hésitez pas. Peut-être qu'Estelle Panatier reste encore un petit moment avec nous dans le hall, parce que le temps passe très vite quand les discussions sont si passionnantes. C'est toujours comme ça, c'est très frustrant. Mais on va essayer de tenir notre horaire. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui, Estelle Panatier, d'autant que vous êtes intervenue au pied levé. Merci encore, on peut l'applaudir très fort.